Le texte que je me propose ici de commenter pour vous, il s'agit d'un sonnet intitulé Icare échu ici, le jeune audacieux. Il s'agit d'un sonnet rédigé par Philippe Desportes, qui est un auteur de la fin du XVIe siècle. Il s'agit donc d'un auteur de la Renaissance, et ce qui renaît à la Renaissance, c'est l'Antiquité. Il est donc bien naturel de trouver ici la thématique antique dans son sonnet. Thématique antique qui est centrée autour d'un personnage, le personnage d'Icare, le fils de Dédale qui, enfermé avec son père dans le labyrinthe, a essayé de s'en échapper en s'envolant et qui est tombé du coup puisque le soleil a fait fondre ce qui s'était fabriqué comme aile. C'est donc sur la chute d'Icare qu'est centré le poème que je m'apprête à vous lire maintenant. Icare échut ici, le jeune audacieux, qui pour voler au ciel eut assez de courage. Ici tomba son corps dégarni de plumage, laissant tout brave cœur de sa chute en billeux. Ô bienheureux travail d'un esprit glorieux, qui tire un si grand gain d'un si petit dommage. Ô bienheureux malheur, plein de tant d'avantages qu'il rende le vaincu des ans victorieux. Un chemin si nouveau n'étonna sa jeunesse, le pouvoir lui faillit, mais non la hardiesse. Il eut pour le brûler des astres le plus beau. Il mourut poursuivant une haute aventure, le ciel fut son désir, la mer sa sépulture. Est-il plus beau dessein, ou plus riche tombeau? La question à laquelle je vais essayer de répondre dans mon explication linéaire est la suivante. Quelle vision le poème propose-t-il de la chute d'Icare? Pour répondre à cette problématique, je partagerai le texte en 3 mouvements. Un premier mouvement qui sera constitué du quatrain, qui nous raconte l'histoire d'Icare, l'histoire de la chute. Le deuxième quatrain qui nous partage les conséquences de cette chute. Et enfin, les 2 tercets qui fonctionnent comme une conclusion ouverte sur ces conséquences qui ont été données. Je commence ainsi le commentaire. Nous sommes immédiatement mis en relation avec le personnage principal, Icare, qui débute le poème, le premier vers. Icare échu ici, donc on a l'utilisation du verbe choir, nous sommes au XVIe siècle, donc c'est le verbe tomber, échu ici. Ici peut aussi bien avoir un sens spatial qu'un sens temporel. Il échut ici, c'est-à-dire qu'il échut à cet endroit, ou alors il échut à ce moment-là. C'est donc bien la chute qui est en train de se produire et qui va nous être montrée. Le choix du verbe est aussi intéressant puisque, ainsi conjugué, échu peut faire référence, au moins phonétiquement, au verbe échoir, et c'est bien Icare qui va se voir attribuer un certain nombre de caractéristiques dans la suite du poème, notamment des caractéristiques glorieuses. Le nom Icare va être étendu par une périphrase, le jeune audacieux, dont la caractéristique morale de l'audace va être renforcée par la diérèse. Le nom Icare est aussi développé par une proposition subordonnée relative qui, pour voler au ciel, eut assez de courage. Donc courage va redoubler l'adjectif qui avait été déjà donné, l'adjectif audacieux. Il est intéressant de noter le fait que ciel possède une majuscule, ce qui va convoquer à la fois une réalité physique, géographique en quelque sorte, mais aussi une réalité spirituelle. Il vole au ciel, c'est à la fois le firmament qu'il atteint, mais c'est aussi en quelque sorte l'immortalité. L'usage du passé simple, à valeur d'action limitée dans le temps, finie dans le temps, montre aussi la finalité tragique, sa fin tragique, qui va être développée par les 2 points et le vers suivant. Ici, on retrouve l'adverbe qui est ici clairement spatial. Ici tomba son corps dégarni de plumage. On a la traditionnelle représentation du personnage qui s'était donc fabriqué des ailes avec de la cire, mais s'étant approché trop près du soleil, la chaleur a fait fondre cette cire et perdant ses plumes, il s'est du coup écrasé, abîmé en fait dans la mer. Ce n'est plus qu'un corps ici, corps qui va être soumis à la gravité, mais en même temps, ce corps-là, par le courage d'Icare, va devenir un symbole
développé par le quatrième vers, laissant tout brave cœur de sa chute envieux, puisque donc l'adjectif brave va redoubler la notion de courage qui avait été convoquée, et la notion d'envie qui résonne au sens propre avec audacieux, puisque envieux va avoir lui aussi une dièse. La notion d'envie donc va montrer que ce courage a une première conséquence qui est finalement d'évoquer une envie chez les autres courageux malgré la fin tragique de ce personnage. Cette conséquence, eh bien, elle va être développée par la suite dans le deuxième quatrain, et cette conséquence, c'est la gloire. Gloire, donc glorieux, l'adjectif glorieux va résonner avec envieux, avec lequel il rime. Simplement, là où le premier paragraphe s'attardait à la chute du corps, c'est ici à une élévation de l'esprit que l'on va assister, comme le montre le premier vers du quatrain. La répétition de l'adjectif bienheureux va faire référence aussi dans le contexte du ciel avec une majuscule à l'accès à une sorte de paradis ou de panthéon, sans doute les Champs-Élysées, si l'on reste dans la mythologie adéquate, les Champs-Élysées dans lesquels se retrouvent les bienheureux, les héros. Ici, ce qui est bienheureux, c'est le travail et le malheur, le deuxième terme venant appuyer sur le premier et finalement rappeler son sens étymologique. Le travail est un instrument de torture. Donc ce travail et ce malheur, qui sont des éléments négatifs, il s'agit bien de la mort d'Icare, la chute d'Icare. Ces éléments négatifs, en réalité, vont s'inverser totalement dans le deuxième hémistiche et les vers qui le suivent. Donc le bienheureux travail est celui d'un esprit glorieux qui tire un si grand gain d'un si petit dommage. On repère le parallélisme qui repose ici sur la répétition de la structure du superlatif absolu ou d'un comparatif. De la même manière, le bienheureux malheur, qui va fonctionner explicitement comme une oxymore, va se transformer en avantage. Et cet avantage, c'est qu'il rende le vaincu des ans victorieux. Alors ici, il faudrait sans doute remettre la syntaxe dans l'ordre. Il va rendre victorieux des ans le vaincu. En réalité, ce qu'il est en train de dire, c'est que celui qui est tombé par sa chute est rentré dans les mémoires de tout le monde et par là même il a eu accès à une certaine forme d'immortalité. Et finalement, l'oxymore initial, le bienheureux malheur, va se développer en termes de style à un paradoxe, puisque l'oxymore est concentré dans un seul groupe lexical, alors que le paradoxe se développe sur l'intégralité du dernier vers du quatrain, qu'il rende le vaincu des ans victorieux. Le paradoxe repose sur la mise en relation de deux termes antinomiques, le vaincu et victorieux. Ainsi donc, les quatre rimes qui encadrent les rimes embrassées dans les quatrains vont insister véritablement sur les caractéristiques morales du personnage, ce qui me permet de passer du coup à la conclusion. Nous avons eu l'histoire de la chute et les conséquences de cette chute. Philippe Desportes passe ainsi à sa conclusion. Il va revenir sur l'interprétation qu'il donne de cet événement mythologique. En l'occurrence, on peut voir qu'il va insister sur toujours cette dimension de pionnier, un chemin si nouveau. On notera le superlatif absolu. N'étonna sous-entendu pas sa jeunesse. Ici, l'absence de forclusif s'explique à la fois par la date de l'écriture, mais aussi par la versification. N'étonna sa jeunesse, n'étonna pas sa jeunesse. Cela est développé dans le vers suivant. Le pouvoir lui faillit, mais non la hardiesse. Le vers qui est construit plus ou moins sur un chiasme. Les noms pouvoir et hardiesse, qui servent de thème, vont encadrer ce qui va servir de rème, et qui est centré sur le verbe faillir, donc faire défaut. Le pouvoir lui faillit, c'est-à-dire qu'il n'est pas parvenu à accomplir ce qu'il cherchait à faire,
mais c'est d'autant plus un signe de sa hardiesse, de son courage. Cela va être validé par le dernier vers du premier tercet. Il eut pour le brûler des astres le plus beau. Des astres le plus beau, dans l'ordre correct, c'est le plus beau des astres. Superlatif relatif, qui est une périphrase désignant le soleil. Soleil qui va être l'instrument de sa combustion. Et finalement, on retrouve avec cette idée de combustion, l'idée du rite païen, de l'honneur dû aux morts. L'idée de la mort, du coup, va être opposée à la haute aventure, qui va être l'instrument de cette mort. L'adjectif haute étant syleptique, puisqu'il est à la fois au sens propre et au sens figuré. Une haute aventure puisqu'il s'élève dans les airs, une haute aventure parce que c'est une aventure extrêmement novatrice, extrêmement audacieuse. Ultime conclusion, le ciel fut son désir, la mer sa sépulture, développé par un dernier vers. Est-il plus beau dessin ou plus riche tombeau? On a donc un parallélisme sur les 4 vers. Premier parallélisme, le ciel fut son désir, la mer sa sépulture. Donc on a bien la répétition de la même structure, sujet, verbe complément, sujet, verbe sous-entendu, complément, des noms introduits par un possessif. Reprise du parallélisme, est-il plus beau dessin ou plus riche tombeau? Parallélisme qui se présente dans les comparatifs qui pourraient presque être interprétés comme des superlatifs absolus ici, mais ce sont bien des comparatifs avec le comparant non exprimé. Parallélisme qui est présent aussi dans le fait qu'il s'agisse d'une interrogation alternative, avec la conjonction de coordination à valeur alternative ou, et enfin, un parallélisme à cheval sur les 2 vers, puisque dessin répond à désir et tombeau répond à sépulture. Ce qui veut dire que aussi, dessin reprend ciel et tombeau reprend mer, puisqu'on est dans une structure attributive avec être dans l'avant-dernier vers. Ainsi, c'est bien une vision tout à fait positive qu'il va montrer, malgré le fait que ce soit un événement tragique. Quelle vision le poème propose-t-il de la chute d'Icare? Nous avons vu dans un premier temps que c'était une vision très factuelle, historique, même si elle est assez elliptique. On a des indices sur la vision, principalement avec le plumage, la chute du ciel, mais c'est bien une vision historique de cette chute. On a aussi une vision des conséquences, et surtout une vision des conséquences paradoxales, puisque la tragédie de la chute aboutit à une élévation, au sens propre comme au sens figuré, mais surtout une élévation dans les mémoires, l'accès à une sorte d'immortalité aussi, et finalement une récompense de son caractère moral principal qui est le courage et l'audace. En cela, et en quelque sorte, on pourrait lire à travers ces lignes une sorte d'admiration du poète pour le personnage d'Icare, qui peut-être pourrait être un modèle pour lui, quelle que soit la chute. Cette chute même est révélatrice du courage qu'il fallait pour se lancer. Pour ce qui est de la question de grammaire, il me faut traiter le cas des propositions subordonnées dans les 4.1. Il y a 3 propositions subordonnées ici et une proposition qui pourrait sembler problématique, que je traiterai à la fin. Nous avons 2 propositions subordonnées relatives, qui pour voler au ciel eut assez de courage. Tout ce vers, le numéro 2, va compléter le nom Icare, qui est du coup son antécédent. Il s'agit bien d'une proposition, puisqu'elle est organisée autour d'un verbe conjugué, et c'est bien une relative, puisqu'elle est introduite par le pronom relatif qui. De la même manière, pour ce qui est du vers 6, qui tire un si grand gain d'un si petit dommage, nous sommes bien dans une proposition puisqu'il y a un verbe conjugué, tire, elle est bien introduite par un pronom relatif qui, c'est donc bien une proposition subordonnée relative, qui va reprendre le nom esprit, qui forme du coup son antécédent. Ensuite, nous avons une proposition problématique, qui est la proposition du vers 4, laissant tout brave cœur de sa chute envieux. Il s'agit bien d'une proposition, mais d'un type spécifique, d'une proposition participiale ici, puisqu'elle est organisée autour du participe présent, laissant. Comme toutes les propositions participiales, elle est ici complément circonstanciel, ici complément circonstanciel de manière. Enfin, nous avons un cas problématique, le 8e vers, qui est introduit par Q apostrophe, donc la forme élidée de que, du mot que,
On sait que ce mot peut être aussi bien une conjonction de subordination qu'un pronom relatif. Cependant, ici, il n'est ni l'un ni l'autre. Il fonctionne en conjonction avec tant que, et n'est donc pas un marqueur de proposition subordonnée.